Cette version en français du webinaire du 7 octobre 2025 est une traduction simultanée. Elle comporte donc nécessairement quelques imperfections. Si vous avez des doutes sur certains termes traduits en français, merci de vous reporter à la version originale en anglais. Chers participants, nous sommes très heureux que vous soyez à nouveau aussi nombreux à être intéressés dans notre programmation. Vous êtes à nouveau plusieurs centaines aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir Nina Teicholz pour discuter d'alimentation et de santé, spécifiquement aujourd'hui autour des graisses saturées, du cholestérol, de la viande et de la viande rouge notamment, et de ce qui a informé le discours public sur les recommandations nutritionnelles depuis les pyramides alimentaires jusqu'aux récentes recommandations, par exemple, du Eat Lancet. Nous regarderons avec elle la science actuelle et les connaissances qui évoluent à propos notamment de l'alimentation et de la façon dont nous devrions nous alimenter pour rester en bonne santé, dans un contexte où les connexions entre l'alimentation et la santé sont de plus en plus claires chaque jour et où la santé globale, à l'échelle mondiale, est très clairement compromise. Nous analyserons également avec elle ce qui a pu potentiellement dérailler et pourquoi concernant les recommandations nutritionnelles depuis ces 60 dernières années. Donc, pour que tout le monde sache d'où nous commençons, Planet Score est géré par un fonds de dotation scientifique, Solid Ground Institute. Donc, c'est une organisation d'intérêt scientifique qui a à voir avec tous les systèmes agroalimentaires, les enjeux écologiques, nutritionnels, sociaux. Tout le monde dans le fonds scientifique travaille de manière bénévole, donc c'est des mandats bénévoles pour le bien public. Donc nous essayons de répondre à des questions d'intérêt général sur la durabilité des produits alimentaires en utilisant 3 dimensions. Nous détenons une étiquette qui est dorénavant utilisée sur plus de 300 millions de produits euh, et nous sommes utilisés par quel produit? Donc, nous sommes présents sur une large gamme de produits. Nous essayons de travailler avec les consommateurs et les producteurs également. Donc, les exploitants agricoles, nous travaillons avec eux. Nous travaillons avec plus de 330 marques dans plus de 13 pays sur toute la chaîne de valeur. En amont avec les exploitants agricoles, les producteurs, jusqu'à l'aval avec les restaurateurs. Donc nous faisons du B2C et du B2B. Pour que tout le monde soit clair là-dessus, nous n'avons pas euh, d'intérêt caché, pas de dogme, d'agenda. Nous cherchons à partager des faits fondés sur des preuves scientifiques. Nous cherchons à ouvrir un dialogue de la part de parties prenantes diverses. Nous essayons de rendre les controverses scientifiques plus transparentes et d'ouvrir un dialogue public. Donc merci de venir avec un esprit ouvert et une certaine curiosité. Donc, Nick Norvitz m'a dit il y a quelques jours, ou plutôt il a publié sur LinkedIn, euh, une citation que j'aime beaucoup, qui dit que en fait la science fonctionne au mieux quand on pose des questions. Et dès qu'on dit que quelque chose est résolu, on ne peut plus faire de découvertes. En fait, pour avoir du progrès, il nous faut poser des questions. Pendant des décennies, nous étions certains que le Soleil tournait autour de la Terre, ou plus tard que les graisses euh, étaient la cause principale des maladies cardiovasculaires. Qu'il faut être humble ainsi que rigoureux. La science est une méthode, pas un monument. Ce n'est pas résolu,
Si quelqu'un dit que la science est résolue, eh bien, il faut reconnaître que ce n'est pas une voie scientifique, mais un dogme. Donc, restez curieux. Vous donner le contexte dans lequel Nina Teicholz nous parle aujourd'hui. On a des recommandations qui vont être mises à jour, euh, des recommandations nutritionnelles, notamment le SNANC, la stratégie nationale de nutrition et de climat, ou alors d'autres cadres encore comme le PNNS, qui sont aussi des stratégies nutritionnelles. Le HIT Lancet version 2 vient d'être publié le vendredi dernier. Des systèmes de profilage alimentaire évoluent, mais lentement, trop lentement par rapport à la science. Des nouveaux systèmes sont émergents. Et on voit de plus en plus de polarisation sur les sujets sensibles. Et les graisses dans l'alimentation sont un sujet sensible. Donc il faut une approche transparente, fondée sur les faits, pour avoir les meilleures conversations possibles, les meilleurs débats possibles dans les espaces publics. Donc, voici quelques exemples de ce contexte. Donc, voici le lancement du Hit Lancet le vendredi dernier. Si ça vous intéresse, sur LinkedIn, j'ai fait une publication là-dessus. Donc, je m'excuse, c'est en français pour les anglophones, mais il y a eu certains problèmes avec cette publication. Notamment, cette publication demande une réduction de la consommation de tous les élevages ruminants, c'est-à-dire moins 71% d'élevage de vaches, moutons et chèvres à l'échelle mondiale. Il y a une recommandation forte de limiter les viandes rouges à moins de 14 grammes de viande rouge par jour. Et selon les recommandations, le mieux, ce serait de manger 0 g de viande rouge par jour à l'échelle mondiale. Donc on en parlera et c'est un bon point d'entrée dans ce sujet. Mais avec moins 71% de vaches, il faut ne diminuer la production de lait que de 20%. C'est-à-dire que là, on parle d'une intensification. Et on parlera de ça aujourd'hui également. C'est inquiétant. De plus, selon eux, il faut réduire la production mondiale de poissons de 46%. Mais comme vous le savez, c'est quasiment impossible avec les systèmes de pêche qui sont présents dans le monde. Et tout cela, en fait, c'est des productions qui doivent baisser avec des rendements qui doivent augmenter. Du côté de la nutrition, on demande de baisser le plus possible la consommation de graisses saturées et que les graisses doivent surtout provenir de huile de graines ainsi que de poissons, ainsi que de fruits à coque. Donc voici euh, les idées qui sont poussées. euh, et il y a des controverses euh, qui sont silencées. Donc en fait, il n'y a pas de panacée, bien sûr. Le sujet est bien plus nuancé qu'on pourrait le laisser croire. Ce ne sont pas des récits binaires qu'il faut raconter. Nina est présente ici aujourd'hui avec nous. Vous la connaissez. C'est une journaliste scientifique basée à New York, l'autrice du best-seller New York Times, La grosse surprise. C'est un ouvrage qui a repris le dogme accepté sur les graisses saturées. Elle est sortie de l'université de l'Oxford, elle a un doctorat en nutrition et elle cherche à améliorer les politiques nutritives. Elle est aussi à la tête d'un organisme euh, afin d'améliorer les politiques en matière de nutrition et de baser ces politiques sur les faits scientifiques, de remettre en question la, les théories convenues et donc en général d'améliorer les politiques
en matière de nutrition. Elle est souvent apparue dans les médias, dans des médias principaux comme The Economist, ainsi que des journaux universitaires, y compris PB&J Nutrients. Donc Nina, après cette courte introduction, je vous passe la parole. Si vous voulez partager votre écran, voilà, j'arrête le partage du mien. Merci beaucoup Sabine. Merci pour cette introduction. Nous n'avons pas très longtemps. Je suis très ravi d'être ici, donc je vais immédiatement me lancer dans ma présentation. Sabine a déjà parlé d'où je viens. Oui, j'ai un doctorat en matière de nutrition, surtout sur les recommandations nutritionnelles, sur les normes, les preuves. Ça fait 20 ans que je fais des recherches sur la nutrition, sur la santé. Je suis autrice, comme l'a dit Sabine. J'ai publié presque 12 articles euh, sur la nutrition et je suis la fondatrice de la Coalition pour la nutrition, en anglais Nutrition Coalition. Et nous essayons de nous assurer que nos recommandations nutritionnelles sont fondées sur des preuves depuis presque une décennie. Et comme Sabine l'a dit, les nouvelles recommandations nutritionnelles sortiront aux États-Unis euh, d'ici quelques semaines. Donc c'est un grand changement car je pense qu'elles vont être très différentes des recommandations précédentes. Je fais aussi partie de de la coalition pour la santé métabolique. Nous, nous y cherchons, c'est un groupe de recherche international qui vient d'être formé. Euh, pour les conflits d'intérêts, je suis une journaliste indépendante. Je ne reçois pas de financement de la part de quiconque, de groupes d'intérêt, d'industrie, etc. Je n'en ai jamais reçu. Et mon livre n'est pas un livre diététique. C'est un livre très sérieux de recherche, très bien sourcé, euh, avec énormément d'histoire de la science. Donc, dans ce domaine de la science nutritionnelle, il faut absolument déclarer ses biais, car ces biais peuvent être très puissants, informer notre point de vue. Donc, je dois dire que j'ai été végétarienne pendant 25 ans. Ça faisait 25 ans que je n'avais pas mangé de viande rouge. Donc, en fait, j'en suis venu à mes conclusions un peu à rebours, à reculons, je veux dire. Je ne voulais pas reconnaître ces vérités. Voilà, j'étais biaisé comme quiconque. Nous avons tous nos biais. Donc c'était un processus très long de me déconvaincre, en fait, finalement. Donc nous parlons de ce régime. En général, c'est ce régime qu'on reconnaît comme étant le mieux, c'est-à-dire le moins de viande possible, le moins de produits venant d'animaux possible. Et je voulais vous parler surtout de l'idée, d'où provient l'idée que les graisses saturées sont une mauvaise chose. Il faut savoir que cette idée euh, n'a pas, euh, n'a pas été toujours présente. Cela a démarré aux États-Unis en 1950. On a vu une augmentation rapide des maladies cardiaques, tout d'un coup. Il n'y avait pas vraiment d'explication à ça et auparavant, on n'avait pas vu beaucoup de tels cas. Donc ça semblait sortir un peu de nulle part. Mais tout d'un coup, c'était devenu une des causes de mortalité très répandues aux États-Unis. Le président Eisenhower avait d'ailleurs eu une crise cardiaque. Donc la nation tout entière était focalisée sur cette question. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir une maladie cardiaque? Leur père n'avait pas connu ça et pourtant ça semblait aux hommes de leur génération. Donc voilà, toute la nation s'intéressait à cette question et il y a eu un certain nombre d'explications qui ont été proposées par des scientifiques de renommée mondiale. Alors, parmi les hypothèses, une carence en vitamines, le nombre de voitures sur les routes et donc les pots d'échappement,
ou par exemple l'idée d'une certaine type de personnalité qui ferait que les gens sont tellement stressés que tout d'un coup, boum, ils auraient une crise cardiaque. Donc, c'était des hypothèses valides proposées par des scientifiques de premier plan. L'hypothèse qui a émergé, la théorie qui a fini par gagner, c'était l'hypothèse qui liait le régime à l'état cardiaque. Et c'est Ansel Keys qui l'a proposé. Son idée, c'était que la graisse saturée, le cholestérol alimentaire, qui provient principalement de la nourriture d'origine animale, faisait augmenter le cholestérol chez l'humain et qu'ensuite, comme un peu de l'huile dans une canalisation, ce cholestérol se durcissait et finissait par boucher les artères, ce qui menait ensuite à des problèmes cardiaques. Alors, selon ses collègues, c'était Ansel Keys, une personne très déterminée qui aurait pu convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Il a adhéré à l'association américaine des cardiologues et il a réussi à convaincre cette association d'avoir une première recommandation diffusée largement. Cette recommandation, c'était de diminuer le cholestérol parce que c'était la meilleure façon de prévenir les maladies cardiaques. Et c'est la première recommandation de ce type euh, qu'on ait. Et c'est là où tout a commencé finalement. Avant ça, il n'y avait pas de préjudice contre les aliments d'origine animale. On ne pensait pas que c'était mauvais pour la santé. En pratique, ce que ça voulait dire, c'était fini la viande rouge, puisqu'elle est plus riche en graisses insaturées que la viande blanche. Fini le beurre, le fromage, les œufs, les poissons trop gras, et on a remplacé ça par d'autres choses comme la viande blanche, la margarine, et le plus possible, on a cherché à avoir recours aux huiles végétales plutôt que des huiles animales. Tout ça a rendu Ansel Keys très célèbre. Il a été voté scientifique ayant le plus d'influence dans le domaine de la nutrition. Et je vais vous montrer que d'une certaine façon, son influence continue aujourd'hui d'impacter ce qu'on voit comme un régime alimentaire sain. En 1961, cette recommandation était la recommandation de l'Association des cardiologues américains était finalement basée sur très peu de choses, très peu de faits, très peu de preuves. Il y avait très peu de documentation derrière. L'étude principale qu'on avait, c'était l'étude menée dans 7 pays qui n'avait pas encore été publiée. Ansel Keys était directeur de cette étude et il en parlait avec ses collègues. Donc on n'avait pas de point de comparaison avec d'autres études à l'époque. Elle avait été menée, cette étude, dans 7 pays, aux États-Unis, au Japon, en Europe, et il a suivi beaucoup d'hommes à travers le monde. C'était une première. Ce qu'il essayait de faire, c'était suivre ce que ces hommes mangeaient, leur niveau de cholestérol, et est-ce que cela les menait à avoir des crises cardiaques ou à mourir de maladies cardiaques? C'était vraiment quelque chose d'envergure à l'échelle mondiale. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Ah, je me pense que j'ai pas la bonne version de mes slides. Je suis désolée. Attendez. J'en profite pour dire que si vous avez des questions, vous pouvez poser ces questions dans la section Donc si, questions-réponses. On a déjà beaucoup de questions. Je vais essayer de les regrouper. Donc, on va avoir 3 parties dans votre présentation et je vais essayer de faire des résumés de ces questions au moment opportun. Alors, je suis désolée, je me suis trompée dans ma présentation. Il y a beaucoup de questions autour des vrais dangers des graisses insaturées. Est-ce que le cholestérol peut vraiment bloquer les artères, etc. Et je pense que vous allez y revenir, n'est-ce pas, Nina? Oui, en effet.
Alors, en effet, le cholestérol n'est pas, une forme de gras, c'est une molécule très complexe qui est, présente dans tous les organes du corps, finalement. Posez-moi une autre question, je pourrais chercher mes slides et répondre en même temps. Est-ce que vous voulez dire que les pyramides alimentaires ou les, recommandations alimentaires n'existaient pas avant ce qui s'est passé, dans les années 50-60 aux États-Unis? Oui, c'est une excellente question. En effet, il n'y avait pas de recommandations alimentaires nationales dans quelques pays que ce soit. Et les premières recommandations américaines ont été faites par l'Association des cardiologues américains, l'AHA. C'était les premiers à avoir ce type de recommandations. Mais, est-ce que vous voyez mes slides maintenant? En tout cas, ces recommandations ont été diffusées en 1980. Alors, je parlais de l'étude avec les 7 pays. Donc, on parlait de cette étude des 7 pays. Les conclusions ont été publiées en 1970, donc 9 ans après la première recommandation par la HA. Ansel Keys a trouvé que la consommation de graisse saturée était associée à des niveaux de crise cardiaque élevés. Mais il y avait un certain nombre de limites à cette étude, et je vais revenir là-dessus. Parce que c'est un peu le Big Bang des recommandations nutritionnelles. C'est vraiment à ce moment-là que la science nutritionnelle moderne a émergé, donc c'est important de bien comprendre ce qu'il y avait derrière. J'y ai passé des mois. Et voici quelques limites que j'ai détectées. D'abord, les pays qu'a sélectionné Ansel Keys ont vraiment été triés sur le volet. Il a choisi la Grèce, la Yougoslavie, l'Italie, donc des pays vraiment dévastés par la guerre qui n'avaient plus le même niveau alimentaire qu'avant la guerre. Et ils avaient des niveaux de maladies cardiaques très bas. Il a évité, à l'inverse, l'Allemagne ou la France, des pays où on consommait beaucoup de graisses saturées. Beaucoup de saucisses, des omelettes, beaucoup de graisses saturées. Et pourtant, ils avaient eux aussi des niveaux assez bas de maladies cardiaques. Et s'il avait regardé ces pays, ça aurait peut-être complètement changé le résultat de son étude. Il le savait et pourtant il n'a pas choisi de pays qui auraient pu mettre à mal son hypothèse. Seulement 3,9% des hommes ont été testés en termes de régime. Ça veut dire à peu près moins de 500 hommes par pays, environ 30 par ville. Et les façons dont les régimes alimentaires ont été évalués euh, n'ont pas, euh, n'ont pas été faites de façon standardisée avec une méthodologie claire. Un autre problème, et j'en parle, c'est si vous regardez les hommes qui vivent en Crète, c'était les hommes qui étaient représentatifs du fameux régime méditerranéen. On avait l'impression qu'ils vivaient très longtemps, qu'ils ne mangeaient quasiment aucun gras saturé, selon Ansel Keys du moins. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été voir les habitants de cette île durant le carême. Et pendant le carême, en effet, ils ne prennent pas de graisse saturée. Tout ce qui est d'origine animale est prohibé pendant le carême, ce qui fait que il n'a pas eu un échantillon représentatif puisque c'était l'échantillon du carême. Et ça a évidemment changé les résultats qu'il avait eus. Et il était trop tard pour ensuite ajuster ces résultats rétrospectivement puisque déjà sa théorie avait été circulée largement. De façon générale, le problème principal, c'est que l'étude en question était une étude épidémiologique. Donc, elle peut montrer une relation de corrélation, mais elle ne peut pas mettre en œuvre, elle ne peut pas, démontrer de relation de cause à effet. Je vais vous donner un exemple. Et vous voyez bien ici qu'il y a une
corrélation entre les taux de divorce dans le Maine, aux États-Unis, et la consommation de margarine. Et vous voyez bien qu'il n'y a aucun lien entre ces deux choses, mais il y a une corrélation. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que beaucoup des échantillons qui ont été testés par les études nutritionnelles se focalisaient sur des gens qui faisaient du sport, qui allaient voir leur médecin régulièrement et tout ça. Et tout ça, c'est très bon pour la santé. Donc, on ne peut pas en déduire que les études ont prouvé quoi que ce soit. Il faut regarder la méthodologie. Prenons par exemple la pyramide des preuves. Il faut avoir des études, des essais contrôlés randomisés, c'est ça le plus rigoureux en termes scientifiques. C'est là-dessus qu'il faudrait qu'on se concentre et ce n'était pas toujours le cas. Ansel Keys et l'AHA, l'Association des cardiologues américains, ont publié leurs recommandations et elles ont été largement adoptées, mais déjà à l'époque, beaucoup de voix se sont élevées pour dire que les faits n'étaient peut-être pas assez solides. À travers le monde, il y a eu des essais contrôlés randomisés en Finlande, au Royaume-Uni, aux États-Unis, sur les graisses saturées. Et ça a fait partie des études cliniques les plus ambitieuses au monde. On a testé en tout au moins 67 000 hommes et femmes sur des durées allant de 1 à 8 ans. Et la plupart des fois, c'était dans des cadres hospitaliers, par exemple des institutions psychiatriques. Donc, c'était très bien encadré et on avait une idée très précise de ce que les gens mangeaient. Et les résultats de tous ces tests-là, c'est qu'il n'y avait pas d'effet des graisses saturées sur la mortalité cardiovasculaire ou même la mortalité de façon générale. La plupart de ces essais ont montré qu'il n'y avait pas de lien avec tout ce qui est infarctus du myocarde, AVC ou diverses maladies coronariennes. Donc la plupart des études menées à cette époque ont montré qu'il n'y avait pas de lien entre les graisses saturées et ces événements-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle vraiment les essais, les essais de base sur les graisses saturées. Je vais rentrer dans le détail de l'un d'entre eux. Celui dans l'État du Minnesota. Très rigoureux, il a duré 4,5 années. C'était un essai clinique randomisé contrôlé, 9057 personnes testées dans 6 hôpitaux de l'État et une maison de retraite. Donc il y a un niveau de contrôle assez élevé. On a testé un régime de 9% de graisse saturée, c'est ce qu'on nous recommande aujourd'hui, et on l'a comparé à 18% de graisse saturée, ce qui était la norme à l'époque. Alors, qu'est-ce qui est ressorti de ça? Le cholestérol a baissé de 13,8%. Ça veut dire que les gens ont vraiment suivi le régime, mais il n'y a pas eu de différence observée entre les groupes testés et les groupes de contrôle pour tout ce qui est accident cardiovasculaire, et même en termes de mortalité. Et pourtant, l'étude n'a été publiée que plusieurs années plus tard. Quand on a demandé pourquoi, les chercheurs ont dit, elle a été bien menée, mais on était un peu déçus par les résultats. Et je pense que c'est très parlant. Il y a eu beaucoup d'autocensure dans le domaine à l'époque. On est dans les années 1970. Et déjà, toutes les instances de santé, l'AHA, différentes commissions alimentaires, tout le monde a déjà adopté les recommandations dans celles qui. Donc, avoir des résultats qui diraient le contraire aurait vraiment été un problème, puisque c'était déjà l'hypothèse dominante de l'époque. Voici Yvan France, directeur de l'étude. Ansel Keys a fait partie de cette étude. En 2015, on a fait une réanalyse, une nouvelle analyse des données de cette étude. On a retrouvé des données dans la cave du fils d'Yvan France. Et ce qu'on a trouvé, c'est que
quand il y avait une réduction de cholestérol de 30 mg par décilitre, il y avait 22% plus de risque de mortalité. Alors ici, je vais essayer de résumer à quel point l'hypothèse dans celle qu'ils était devenue l'hypothèse dominante à l'époque, c'était quasiment impossible de la remettre en cause. Vous voyez ici Ansel Keys à gauche, il est à côté de ses amis, de l'association des cardiologues américaines. Il y avait vraiment un consensus scientifique derrière cette théorie et tout ce qui était preuve du contraire était très difficile à mettre en avant. On préférait mettre ça tout simplement de côté. Il y a eu quelques voix critiques qui se sont élevées, mais elles ont été passées sous silence très vite. J'ai interviewé certaines de ces personnes, j'ai fait mes recherches, j'ai revu leurs études. Et il y a eu pas mal de voix critiques. Donc là, vous voyez un universitaire de l'université Rockefeller, quelqu'un de très prestigieux, et il a commencé à critiquer cette hypothèse et vite il s'est vu euh, in- incapable de publier ses études, incapable d'avoir des financements pour sa recherche. Et il en a parlé d'ailleurs plus tard dans sa vie, le poids que ça avait été pour lui. Un autre exemple ici, c'est George Mann, critique très vocal de Ansel Keys. Il a fait une grande étude très tôt et il a montré que les graisses saturées n'étaient pas associées aux maladies cardiovasculaires. Mais là encore, il n'a jamais été publié et il a fini par perdre tous ses financements pour sa recherche. Sans doute, m'a-t-il dit quand je l'ai interviewé, à cause de son opposition à la théorie d'Ansel-Keys. Et il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu d'autres voix qui ont remis en cause cette hypothèse, mais elles ont systématiquement été mises de côté. Donc cette théorie, promue par l'association américaine de cardiovasculaire, est devenue le dogme. Et donc là, on a la pyramide qui est devenue la représentation la plus communément admise de ces recommandations. Puis maintenant, on a choosemyplate.gov. Donc, c'est la première fois dans le monde qu'on a eu des recommandations, de telles recommandations. Et elles ont été exportées vers d'autres pays. Et dès le début, on disait, il faut ne pas manger de graisse, pas trop de graisse saturée et le moins de cholestérol possible. Depuis 1990, systématiquement, on dit que les graisses saturées doivent représenter moins de 10% des calories mangées. Alice Lichtenstein, ici, a fait beaucoup de recherches sur les graisses saturées et ça fait longtemps qu'elle est anti-graisse saturée. Pardon, je dois remettre mes écouteurs. Et c'est l'une des voies les plus opposées aux graisses saturées. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous m'entendez? Et donc, elle a dit qu'il n'y a pas vraiment de source pour ce chiffre de 10% de graisse saturée. Et ça, c'est vraiment des... On a pu la forcer à dire ça grâce au Freedom of Information Act. Donc voilà, c'est pas sourcé du tout finalement, ce chiffre de 10%. Donc tout cela pour vous dire qu'en fait, euh, les Américains ont suivi ces recommandations nutritionnelles. Je pense que dans d'autres pays, c'est le cas aussi. Et on a vraiment énormément réduit notre apport de graisses saturées. Et ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas toutes les graisses dans un bout de viande rouge qui sont saturées. Bon, bien sûr, dans tous les aliments, il y a un mélange de différents types de graisses. Oui, il y a plus de graisses saturées dans la viande et aussi dans les produits laitiers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, peu à peu, on a révolutionné notre compréhension sur ces sujets. Donc au début, on avait Ansel Keys en 1961, les essais randomisés contrôlés dans les années 70. En 2010, un livre est sorti par Gary Taubes, un journaliste, et c'est la première fois que ces essais contrôlés randomisés ont été découverts.
Donc là, il y a eu les premières revues de ces essais. Puis voici une première revue en 2010. Et ensuite, il y a eu mon livre. Et là, ça a donné une grande plateforme à des voix qui s'opposaient au dogme dominant. Maintenant, on a de plus en plus de revues, des méta-analyses. On en a plus de 30 de ces méta-analyses, des essais et des preuves observationnelles. Donc là, on a vraiment un début de changement sur des perspectives scientifiques, sur les graisses scientifiques, sur les graisses saturées, bien sûr. Et ces changements de point de vue n'ont pas été encore reflétés dans les recommandations nutritionnelles. Donc, voici une étude faite par quelqu'un qui, certains d'entre vous le savent, a des conflits d'intérêts. Mais voici une revue systématique qui, et donc cette revue a été faite par 3 des scientifiques qui ont servi sur le comité d'experts, qui ont décidé des recommandations actuelles. Et là, et dans cette revue, ils disent nous sommes trompés. Ils disent il n'y a pas de preuve robuste que les plafonds arbitraires de consommation de graisses saturées soit justifié. Et ça a été choisi comme l'un des un des meilleurs articles de 2020 par l'éditeur en chef de cette revue. Ensuite, on a eu une méta-analyse. Donc, on a eu une analyse des analyses donc de 17 de ces revues qui a conclu que les régimes qui remplacent les graisses saturées par les graisses polyinsaturées ne réduisent pas la mortalité cardiovasculaire. Donc, l'hypothèse d'origine n'est pas véridique. Et pourquoi cela n'est pas pris en compte? Eh bien, car il n'y a pas eu, selon moi, car il n'y a pas eu assez de revues. Pas systématiquement en tout cas. Les comités de recommandations nutritionnelles ne font pas de revues systématiques. Et il n'y a aucun comité de recommandations nutritionnelles aux États-Unis qui n'a fait de revue. Et quid de l'OMS? Eh bien, oui, ils ont regardé les essais contre les randomisés, mais ils n'ont pas parlé des critères finaux euh, et des marqueurs intermédiaires. Voici une revue que j'ai fait moi. Si cela vous intéresse euh, de connaître un peu plus les conflits d'intérêts, les politiques derrière tout ça. Pourquoi ne pas tout simplement, par prudence, éviter de consommer des graisses saturées? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est l'alternative? Eh bien, bien sûr, c'est les huiles de graines. En tout cas, en Europe et aux États-Unis, c'est le cas. Et y a-t-il des problèmes avec ces huiles, des problèmes de santé liés à ces huiles? Eh bien, on en consomme de plus en plus. Vous le voyez dans ce graphique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que avant l'introduction de ces huiles de graines au 19e siècle, les graisses les plus mangées par les humains, euh, c'était c'était le saindoux, le suif, le beurre, etc. Donc en fait, c'est dans les années 1900 qu'on a introduit ces huiles de graines. Souvent, c'est un processus industriel qui les crée. Ça a plusieurs noms, les graisses polyinsaturées, les graisses végétales, etc. Et dans ces essais dont je parle, il y a eu des conclusions assez perturbantes que les personnes qui consomment beaucoup d'huile de graines avaient de plus forts taux de cancer. Et sur
On voit que c'est souvent dans ces études, d'ailleurs, les personnes qui consommaient ces huiles fumaient, avaient moins de tabagisme en plus. Donc il y a eu plusieurs ateliers menés par le NIH, l'Institut national de santé, et tous ces ateliers ont conclu que les personnes qui avaient un taux de cholestérol moins élevé avaient plus de taux de mortalité du cancer. Donc c'est surtout des effets de régime ici. Un autre problème lié aux huiles de graines, c'est que ce sont des molécules instables avec beaucoup de doubles liens. Quand ces doubles liens sont exposés à la chaleur, à la lumière, ils s'oxydisent, ils s'oxydent, et donc la chaîne de carbone se rompt. C'est- Quand on prend des antioxydants, c'est parce qu'on pense que l'antioxydation, c'est une mauvaise chose pour notre corps, et c'est bien le cas. Et dans les huiles de graines, on sait qu'il y a des toxines comme les aldéhydes, les acroléines, c'est les mêmes toxines qu'on peut trouver dans les cigarettes, par exemple. Et on retrouve ces molécules dans les huiles de graines qu'on consomme. On sait que ces molécules passent dans le sang également et dans le cerveau. Donc c'est discuté dans l'industrie même de l'huile de graines. Donc ici, voici Eric Decker. C'est un chercheur très reconnu. Il est à l'Université de Massachusetts et il est membre de, de la Société scientifique des huiles de graines. Et je les ai rejoints d'ailleurs pendant un petit moment pour essayer de mieux comprendre ce milieu-là. Et donc voici un cours qu'il a donné intitulé Pourquoi est-ce que l'oxydation de lipides dans les aliments continue d'être un problème? Et en fait, il dit que les huiles de graines produisent des radicaux libres, peuvent créer des dysfonctions de protéines, sont un facteur négatif pour le microbiote et, en général, sont problématiques pour la santé. Donc, c'est un problème pour l'industrie. Ces huiles ne sont pas stables. Donc, sur les graisses alimentaires, où réside le fardeau de la preuve? Euh, condamner les graisses saturées que nous mangeons depuis 2,5 millions d'années? En fait, nos corps ont évolué pour absorber ces graisses. Est-ce qu'on devrait considérer ou alors est-ce qu'on devrait considérer que ces graisses sont innocentes jusqu'à preuve du contraire? Car on n'a pas encore pu prouver que ces graisses sont néfastes. Ou devrait-on plutôt mettre le fardeau de la preuve sur les types d'huiles qui ne sont dans nos régimes que depuis les années 1900? Donc bien sûr, moi, ma perspective, c'est qu'on devrait manger les aliments que nous mangeons depuis des millions d'années et que les nouveaux aliments que nous introduisons dans nos régimes nous devons pouvoir euh, prouver que ces aliments ne sont pas néfastes avant de les consommer. Je pense que tout le monde devrait se poser ces questions. Bon. Pour conclure, je voulais dire que ce conseil de réduire les graisses saturées a profondément changé le régime des Américains. La plupart des pays occidentaux, c'est pareil. On a réduit les viandes rouges, les produits laitiers, les œufs. Donc voilà, là, ici, vous avez les meilleures données qu'on possède. On a augmenté les céréales, on nous a demandé de manger plus de fruits et de légumes, et c'est ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, on a surtout augmenté la production d'huile de graines. En fait, ce conseil de moins consommer de graisses saturées, de réduire le cholestérol, c'est ce changement dramatique qui s'est produit aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux. Donc ici,
On a les aliments d'origine animale, les aliments d'origine végétale. Donc en fait, là, s'il n'y a pas de causation nécessairement, tout ce qu'on voit, c'est que on mange de plus en plus de plantes depuis les années 70. J'ai enlevé le sucre car je ne veux pas euh, apporter d'éléments de confusion. Mais aux États-Unis et dans le reste du monde occidental, on va vers un régime basé sur les plantes. Et cela n'a pas amélioré notre santé. Mais bon, c'est très dur d'établir une causation, un lien de cause à effet ici. Donc voilà, j'espère et j'imagine que vous avez beaucoup de questions. Donc je peux y répondre si vous voulez. Oui, oui, mais quid de l'oméga 3? Il y en a beaucoup dans les huiles de graines et nous savons que l'oméga 3 est assez bénéfique. Oui, l'oméga 3 sont euh, sont des acides gras assez essentiels, mais il y en a moins dans les graisses, dans les huiles de graines que dans certains autres aliments. Dans la matrice d'alimentation, ces oméga 3 ne sont pas stables. En fait, dans les huiles polyinsaturées, euh, ces oméga 3 ne sont pas stables, donc vaut mieux les manger dans des aliments où ils sont beaucoup plus stables et ils ne s'oxyderont moins. Une autre question. Est-il possible que le problème de l'oxydation, de l'inflammation lié aux huiles de graines vient de l'hexane, qui est un ingrédient utilisé dans les presses industrielles, un ingrédient industriel. On voit que cette oxydation se produit lorsque la molécule d'oxygène s'attache aux, aux acides gras, aux chaînes de carbone de ces acides gras. Quand on voit que les doubles liens sont rompus pour s'attacher aux oxygènes, c'est bien ça l'oxydation. Donc c'est une réaction chimique là on parle vraiment de l'attachement de l'oxygène aux molécules d'huile de graines. Que pensez-vous de l'impact de cette pyramide qui existe depuis depuis des décennies maintenant sur la biodisponibilité? Bon, ces pyramides, toutes ces genres de pyramides où on voit qu'au fond, on voit que la base, c'est les céréales, les glucides. On en parlera plus tard, mais même quand on parle de sucre, et qu'on sait que le sucre, c'est le moteur principal euh, qui crée le diabète, et ça on le sait dans la plupart des associations de diabète, on peut dire que en augmentant notre consommation de céréales et de glucides en particulier, on voit de plus en plus d'obésité et de diabète. Quelqu'un dit qu'il y a beaucoup de calories dans les graisses. Donc cela, bien sûr, nous rendra gros. Oui, c'est très important de parler de ça. Bon, il y a trois macronutriments, les lipides, les protéines et les glucides. Euh, il y a à peu près 9 calories par gramme dans les lipides contre 4 calories par gramme dans les autres. Donc là, c'était la théorie en disant que on peut tout simplement réduire les graisses car il y a plus de calories par gramme. Là, c'était le début de l'épidémie d'obésité, donc ça semblait être la méthode prudente. Mais en fait, la graisse, et surtout la graisse et les protéines, cela produit un effet de satiété.
quand on ne mange pas assez de graisse, on a tout le temps faim. Donc en fait, il faut de la graisse dans nos régimes pour plein de différentes raisons, mais l'une de ces raisons, c'est qu'il nous faut ça, sinon on aura faim. Si on mange des œufs brouillés avec du beurre pour le petit-déj, en général, on n'a pas faim après. Mais si on commence avec des céréales, même si on mange un porridge, eh bien là, on a une glycémie qui augmente tout d'un coup et ensuite qui retombe, et là, on a faim. Si on commence donc avec des céréales, on aura plus faim. Donc, ce sont les céréales qui créent beaucoup plus de craving, beaucoup plus de faim. Et il nous faut ces graisses pour stabiliser la glycémie finalement et éviter la faim. Quid de l'huile d'olive? C'est quand même l'huile principale dans dans le régime méditerranéen. Oui, l'huile d'olive, c'est unique, car en fait, c'est ce qu'on appelle une graisse monoinsaturée, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un lien double, donc il n'y a qu'une occasion pour ce lien d'être rompu et d'oxyder. Alors c'est différent pour les autres graisses polyinsaturées, car il y a plus de ces doubles liens, donc plus d'oxydation. On voit un tout petit peu d'oxydation avec l'huile d'olive, mais avec les autres huiles de graines, on voit beaucoup d'oxydation. Et dans les graisses saturées comme le beurre, euh, le- l'huile de noix de coco, il n'y a pas de double lien, avec pas d'oxydation donc. Et donc l'huile d'olive, c'est un peu comme euh, c'est un peu comme une meilleure huile végétale. Mais en tout cas, si on veut éviter l'oxydation complètement, il faut manger des graisses saturées. Mais il faut consommer de l'huile d'olive le, sans la cuire, car si on la chauffe, si on la fait chauffer, cela peut quand même oxyder. Oui. Donc, faut-il faire une distinction entre les huiles végétales qui sont extraites à froide ou celles qui ont été raffinées? Alors, tout dépend de la composition chimique de ces huiles. Et cette composition chimique ne dépend pas de la préparation. Si vous avez des graisses polyinsaturées, il y a ces doubles liens carbone dont on a parlé et ça ne change pas, quelle que soit la façon dont l'huile a été produite. Donc le problème essentiel de l'oxydation reste le même. La seule façon de réduire ça, c'est d'avoir des huiles qui ne sont pas polyinsaturées, comme l'huile d'olive. Donc dans ces cas-là, en effet, vous avez moins de risque d'oxydation. Donc c'est ce qu'on appelle les huiles euh, qui ressemblent plus à l'huile d'olive. Et on a des huiles de ce type qui sont ici en France de plus en plus produites par les agriculteurs. En effet, on voit dans ces cas-là une composition différente. Alors sur mon écran, vous voyez maintenant, est-ce que vous la voyez? Je vous ai montré ici Just Egg. Non, je ne vois que mon écran à moi. Alors regardez, je vais partager mon écran. Donc les huiles dont on parlait précédemment, c'était les huiles à haute teneur en acide oléique, celles comme l'huile d'olive. Donc Nina, quand vous voyez des produits qui sont formulés pour être en accord avec toutes ces pyramides et ces recommandations qu'on nous fait, et on voit ici en France le Nutri-Score qui vise avant tout à diminuer les gras saturés, qui cherche d'ailleurs à diminuer toutes les types de graisses.
Vous voyez, ensuite ce type d'aliment qu'on a qui dit, qu'on a très peu de cholestérol là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez d'un point de vue nutritionnel? C'est mieux que des œufs ou pas? Alors écoutez, pour moi, n'importe quel aliment, qui est de synthèse est forcément moins bon qu'un aliment naturel. Évidemment, un aliment naturel semble logiquement, vraiment meilleur pour la santé. Quand on essaye d'imiter un type d'aliment, on on n'a pas beaucoup de preuves, on n'a pas de données. Et là encore, c'est la même question. Est-ce qu'il faut continuer à manger ce qu'on mange depuis des millions d'années ou est-ce qu'il faut manger quelque chose qui a été inventé récemment? C'est un peu du bon sens là. Et vous voyez ici ce qu'on a pour l'huile d'olive en termes de Nutri-Score. Comme il y a des graisses saturées, alors c'est mal noté. Ici, l'huile de tournesol, même résultat. Et ce que je voulais vous montrer, c'est la margarine, qui semble avoir un profil plus avantageux selon Nutri-Score que le beurre, tout simplement parce qu'il y a moins de calories et moins de graisses saturées. C'est quelque chose que Nutri-Score va apprécier. Pareil ici, il y a très peu de sucre, mais beaucoup de gras saturés, donc c'est mal noté. Mais voilà le type d'outils qu'on a et qui finissent par récompenser des choses comme cette barre de céréales qui ne sont pas très bonnes pour la santé, mais qui ressortent bien notées. En fait, tous ces systèmes de notation, ils sont quand même fortement influencés par l'industrie agroalimentaire. Et ils partent tous du principe que le cholestérol c'est mauvais, que le gras saturé c'est mauvais. Et pour moi, c'est de la science qui est en retard. Ça fait 65 ans que ces recommandations ont été publiées pour la première fois, mais depuis, il y a eu beaucoup de revues, d'autres scientifiques. Et on dit maintenant, les preuves sont là. Au mieux, on pourrait dire que on n'est pas sûr. Et qu'il ne faut donc pas en tirer de conclusions en termes de politique publique. Les dernières recommandations aux États-Unis depuis 2015 ne mettent plus de limite au cholestérol alimentaire parce que les experts en 2014 ont dit qu'il n'y avait plus de base scientifique pour limiter ce cholestérol. Donc même nos autorités ont fini par prendre conscience du fait qu'il n'y avait pas de preuves derrière certaines recommandations et pourtant ça reste ça continue à faire partie de nos politiques publiques. Donc c'est comme si les politiques ne s'adaptaient pas quand la science, les données scientifiques changeaient. Alors, chez nous, Nutri-Score euh, a été un peu modifié en début d'année. C'est passé ici sur ce produit d'un A à un C, par exemple, ce qui est pas mal. Mais je pense que les consommateurs ont fini par réaliser que ça, c'était un peu bête comme système. Certains ont dit que un substitut aux œufs était mieux que les œufs naturels et les consommateurs en ont ri. On a fini par se dire que il y avait forcément des lobbies agroalimentaires derrière certaines affirmations, y compris de certains universitaires. Et donc les gens mangent parfois ce que les autorités ne recommandent pas. Avoir des céréales hyper sucrées, hyper transformées qu'on vous recommande, évidemment, ça n'attire pas la confiance du public. Alors, vous voyez, en avril, j'avais dit que si j'étais Nestlé, je pourrais facilement revenir à un B parce que bon, ils étaient passés à un C. Pour ça, il suffirait de deux micro-modifications. Et, euh, et c'est très facile à faire. Et vous avez la même chose aux États-Unis. J'ai entendu parler de votre programme
où des autorités publiques, des autorités institutionnelles vont valider certaines choses. Oui, en effet, on a la même chose. Alors, on va peut-être revenir à votre présentation. Vous allez nous exposer la deuxième partie. Allez, je cherche ma présentation. Alors, laissez-moi un peu de temps. Alors, on a une dernière question pour vous, Nina. Pourquoi est-ce tellement difficile de remettre en cause cette ces données scientifiques, qui datent de plusieurs, décennies maintenant? Pourquoi les scientifiques s'autocensurent-ils? Bah, c'est une très bonne question. Pourquoi est-ce que les gens s'autocensurent? On voit maintenant, des efforts vers un autre type de censure. On supprime parfois des études scientifiques, des conclusions scientifiques. La g L'explication la plus généreuse que je pourrais avoir, c'est que parfois des scientifiques construisent toute leur carrière autour du fait que, les graisses saturées sont mauvaises pour la santé et donc remettre ça en doute, c'est difficile pour eux d'un point de vue cognitif, d'un point de vue intellectuel. C'est dur de changer d'avis et c'est vrai également pour les institutions comme, l'Association des cardiologues américains, l'AHA. Quand on a mis en place des politiques publiques, c'est difficile de faire marche arrière, on a peur de perdre la confiance du public. Et on sait que les institutions ont plutôt tendance à être, heu, inertes et moins dynamiques qu'on pourrait le souhaiter. Elles reflètent moins les dernières avancées de la science. Enfin, il y a beaucoup d'influence de l'industrie agroalimentaire. Ils font le plus de marge avec des produits ultra transformés, ultra, heu, emballés. Il y a moins d'argent, dans les aliments de base. Or, c'est un lobby très, puissant. On a pas mal de preuves. On sait qu'ils influencent les politiques publiques. Tout le modèle d'affaires, médical d'une certaine façon, pharmaceutique, repose aussi sur le fait qu'on peut, plutôt que de s'attaquer aux causes, de certains soucis de santé, plutôt traiter avec, des pilules, des cachets, ce que vous voulez. Donc on n'a pas toujours intérêt à mettre en avant des régimes qui vont vraiment améliorer la santé des gens. Il y a d'autres raisons peut-être qu'on peut avancer, mais je pense que celles-là, ce sont les principales. Ce qui est très important et c'est pour ça que moi, en tant que journaliste, je fais ce type de conférence. Je ne suis pas universitaire. Et il y a le fait que des scientifiques qui critiquent cette hypothèse dominante ont vraiment souffert dans leur carrière. Et je vous ai donné plusieurs exemples. De ce fait-là, les scientifiques, les milieux universitaires ont tendance à s'auto-censurer parce qu'ils ne veulent pas être vus comme ceux qui remettent en cause les idées dominantes de l'époque. Vous perdez vos financements, vous n'arrivez plus à publier vos articles. C'est très difficile d'être une voix dissonante. C'est pas forcément la meilleure décision. Donc les voix critiques qu'on pourrait vouloir entendre au sein de la communauté scientifique peuvent avoir peur. Et voilà pourquoi j'ai travaillé essentiellement avec des scientifiques de premier plan, mais qui sont en fin de carrière, et qui se disent qu'ils n'ont plus rien à perdre et qui vont donc vouloir publier euh, en fin de carrière. Merci pour cette réponse qui est très effrayante mais très claire. Alors je continue. La question, c'est est-ce qu'on peut être en bonne santé en ayant un régime essentiellement basé sur les plantes, un régime végétal? Alors, voici la dernière étude Eat-Lancet, donc la dernière étude comparée à celle de 2019. Il y a quasiment aucune différence. Vraiment, les différences se font à la marge.
Alors, est-ce que c'est bon pour la santé humaine? On va regarder protéines, micronutriments essentiels et la preuve que ça permettrait de prévenir des maladies. C'est les 3 choses à mon sens qu'il faut regarder quand on regarde un régime. Je vais aller un peu vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais pour moi, les protéines sont le seul macronutriment qu'il faut manger quotidiennement parce qu'il ne peut pas être stocké. Les protéines sont essentielles pour la santé du système immunitaire, donc se battre contre les infections, le développement le développement cérébral et la croissance des enfants, la masse musculaire, la durée de vie. La perte de masse musculaire est en général liée à une perte de, durée de vie. Les instituts de médecine disent qu'il faut 0,8 grammes par kilo de, poids idéal, en termes de protéines minimales par jour. Les montants optimaux sont sans doute plus élevés. Donc le 0,8, c'est vraiment le minimum absolu qu'il faut donner aux gens qui sont affamés et qui ont juste besoin de survivre. Donc comme je l'ai dit, les montants optimaux sont sans doute plus élevés. Donc il y a des estimations de plusieurs sources. Et ces chiffres-là, c'est pour être en bonne santé, pour que votre corps fonctionne de façon optimale. Et il faut encore plus pour les enfants en croissance, les personnes âgées et les femmes enceintes. HIT Lancet est en dessous de ces niveaux-là. Donc vraiment, sur tout ce qui est protéines, c'est pas bon. Par ailleurs, pour que les protéines que vous ingériez soient bonnes, il faut que vous assimiliez 9 acides aminés en même temps dans votre corps. C'est ça qu'on appelle les protéines qui sont complètement à disposition. Et si on regarde ce critère-là, on voit que les aliments d'origine animale sont meilleurs pour la santé parce que vous avez tous les acides aminés d'un coup. Vous pouvez utiliser les protéines parce que il y a tous les acides aminés dont votre corps a besoin dans ces aliments d'origine animale. C'est pas le cas des aliments d'origine végétale. Avec les aliments végétaux, pour avoir assez de protéines, il faut manger beaucoup plus de calories. Beaucoup plus. La façon la plus efficace d'avoir les protéines dont vous avez besoin, c'est de manger des aliments d'origine animale. Donc pour moi, Eat Lancet est pas du tout au niveau en termes de quantité de protéines. Si on regarde maintenant les macronutriments, alors là vous voyez un graphe assez complexe, on voit quels sont les aliments qui ont les bons nutriments dans la forme que les humains peuvent absorber. Parce que les humains ne peuvent pas, par exemple, absorber de vitamine A de la carotte. Ce n'est pas la forme de vitamine A dont votre corps a besoin. Or, les aliments d'origine animale contiennent ces nutriments sous la bonne forme, souvent. Donc, ce qui est riche dans ces macronutriments, c'est le foie ou d'autres types d'abats. Et ça peut nous sembler bizarre aujourd'hui, mais vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents en mangeaient sans doute beaucoup plus. Encore une fois, de façon générale, les aliments d'origine animale sont beaucoup plus riches dans ces nutriments que les aliments végétaux. Et là encore, on a un graphe qui vous montre la quantité d'aliments végétaux qu'il faudrait absorber pour avoir les mêmes nutriments. Et c'est des quantités beaucoup plus grandes. Il y a une revue de l'étude Eat Lancet qui a été menée à bien récemment. Donc c'est un article qui revoit de façon générale cette étude et il compare les sources animales et les sources végétales. Donc vous voyez les acides gras, la vitamine A, le fer et le zinc.
le fer dans les épinards. Eat Lancet propose d'en manger davantage pour avoir davantage de fer. Or, le fer contenu dans les épinards n'est pas sous la bonne forme, donc ça ne sert à rien. Donc, dans Lancet Planet Health, il y a eu une étude de Eat Lancet et ils ont trouvé que les micronutriments proposés par ce régime n'étaient pas suffisants. Il y avait des carences notamment en vitamine B12, calcium, fer et zinc. Et en plus, on a discuté le fait que certains groupes ont besoin de davantage de micronutriments. Or, l'étude Eat Lancet propose de prendre ces vitamines sous forme synthétique, sous forme de compléments alimentaires. Or, c'est moins bien absorbé par le corps. Donc, il faudrait plutôt avoir tous ces éléments-là dans l'alimentation. Ici, il y a eu un essai clinique fait sur un régime qui ressemble à celui de Eat Lancet. Donc, c'était vraiment un essai mené sur 12 semaines. Et là encore, on a vu beaucoup de carences lors de cette revue. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que en termes de micronutriments, le régime Eat Lancet, qui est très végétal, n'est pas à la hauteur. Et on ne parle pas de nutriments secondaires, hein, on parle ici de nutriments qui sont essentiels à la vie humaine. Quid de du recul des maladies? Bah, dans Eat Lancet, on voit 53% de glucides, y compris 7,5 petites cuillères de sucre. Donc, c'est quoi le problème avec ça? Eh bien, on a une hypothèse qui existe maintenant, qui est l'hypothèse glucide-insuline. Et donc, on voit que les glucides euh, augmentent les niveaux d'insuline euh, dans le sang, que le pancréas relâche de l'insuline en réponse, et que l'insuline, c'est le roi de toutes les hormones engraissantes. Euh, donc, on voit que ce glucose ensuite va dans les cellules euh, lipidiques. Donc cela crée de l'obésité. Selon ce modèle, on voit que l'obésité augmente selon ces recommandations. La glycémie augmente après la consommation euh, de ces produits et ce n'est pas le cas quand on consomme des graisses, par exemple. Donc, quand on a cette vague sinusoïdale d'augmentation de glycémie et qu'ensuite elle retombe et qu'elle augmente, qu'elle retombe, en fait, à un certain moment, tout ce glucose n'est plus absorbé, va dans l'urine et c'est là où on a un diabète. Donc là, voici un graphique qui montre tout le sucre qu'il peut y avoir dans les ingrédients normalement qu'on considère comme étant sains. Donc par exemple dans euh, le riz entier, on voit qu'il y a presque autant de sucre que les versions raffinées de ces ingrédients. Donc il faut réduire ces quantités de glucides si on veut réduire les quantités d'insuline. Là, on a des exemples avec certaines marques de céréales. Euh, on a par exemple le porridge. On pense que ça pourrait être sain, mais on voit qu'il y a quand même énormément d'augmentation de glycémie qui en résulte. Quelles sont les preuves? Il y a plus de 150 essais randomisés cliniques sur plus de 7000 personnes. Bon, je vais aller plus vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais on voit qu'un régime faible en glucides, c'est le seul régime qui est démontré comme aidant le diabète et même inverser le cours du diabète. Donc, il y a beaucoup de preuves. Donc voilà, là c'est ce que je disais. Et ce sont des essais cliniques. Parfois, on a des revues systématiques de ces essais
randomisés, donc c'est vraiment des niveaux de preuve très élevés. Et dans ces essais, en général, on recommande des régimes faibles en glucides. Mais le Eat Lancet, en fait, recommande de manger plus de glucides. Je ne sais pas si on a le temps d'en parler en détail, mais en fait, le Eat Lancet ne fournit pas énormément de citations pour démontrer que ces recommandations mèneraient à un régime qui inverserait le cours de certaines maladies. Et en fait, le régime méditerranéen ne ressemble pas au régime recommandé par le Eat Lancet. Le régime méditerranéen n'est pas quasi végétarien. Euh, le plus grand essai clinique fait sur le régime méditerranéen ne réduisait pas la consommation de viande rouge ou de gaz saturé. Euh, donc cela ne ressemble pas au Eat Lancet. Un autre essai, c'est celui de Shai Hall, qui qui a démontré que les régimes à faible glucide avaient les meilleurs résultats. Il y a un autre régime, le DASH, qui est assez faible en viande, pas aussi faible que le Eat Lancet, mais cependant, on n'a pas pris en compte cette revue qui a montré que un régime faible en glucides avait des meilleurs résultats que le régime DASH. Donc en fait, là, on a eu une revue qui montrait des résultats mitigés. Bon, je voulais pas qu'on me dise que j'ai des sélections biaisées, parce que je peux vous montrer aussi là où il y a des résultats mitigés. Bon, en gros, on a souvent des associations, des corrélations, mais pas forcément des preuves de causation. Donc le régime mis en avant par Eat Lancet n'est pas vraiment fondé sur des preuves. On a beaucoup de preuves cependant que les régimes faibles en glucides seraient mieux. Bon, Sabine, je te repasse la parole car on a presque plus de temps. Je pense qu'on peut maintenant répondre à certaines questions. Ah, tu veux que je continue? Ok. Bon, les zones bleues, on en parle souvent. Euh, on parle souvent de ces zones bleues dans lesquelles on mange plus de plantes qu'autre part, et ce sont des populations qui sont censées être bien plus, avoir bien plus vivre bien plus longtemps qu'autre part. Mais dans ces zones, ça ressemble beaucoup au régime recommandé par Eat Lancet. Il y a très peu de viande, euh, assez peu d'œufs, et ça ressemble aussi au niveau de sucre consommé au Eat Lancet. Cependant, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a un article très important qui est sorti récemment, et on en a beaucoup parlé d'ailleurs. C'est un chercheur qui a dit les zones bleues ne sont peut-être pas si fiables que ça, car en fait les données ne sont pas fiables. Est-ce que ces super centenaires, en fait, n'avaient peut-être pas l'âge qu'on croyait qu'ils avaient? En fait, ce sont des cas souvent de fraude, où les données sont faussées, où ces centenaires, supposés centenaires, venaient en fait d'endroits où les espérances de vie étaient très faibles. En fait, on a vu beaucoup d'indications que ces super centenaires euh, mentaient par rapport à leur âge pour obtenir plus d'aide sociale. Donc en Italie, par exemple, en 1997, on a découvert que des milliers euh, de pensions alimentaires étaient payées envers des gens qui étaient déjà morts. Donc en fait, les données sont souvent très peu fiables. Il y a eu un cas similaire à Okinawa, où 90% des dossiers ont été détruits après la Deuxième Guerre mondiale.
Et une église aux États-Unis possède euh, certaines de ces zones. Et je ne sais pas si vous le savez, mais cette église a un certain dogme selon lequel là, il faut manger un régime végétarien, presque végétalien. Et donc, c'est une église qui cherche à promouvoir ce régime. Et l'un des auteurs de cet article est sur le comité des conseils nutritionnels, des recommandations nutritionnelles aux États-Unis. Donc en fait, il y a des personnes qui sont dans cette église, qui sont à des très hauts niveaux au gouvernement, qui possèdent des cliniques, des sociétés, et qui cherchent à faire taire toute idée dissidente. Aux États-Unis, en Australie par exemple, on a vu un chirurgien qui parlait des effets néfastes du sucre et on l'a fait taire. Euh, En fait, le chirurgien disait ça car il avait souvent à amputer des gens euh, à cause du diabète et une longue enquête par sa femme, menée par sa femme, a conclu que cette église, le Seventh-day Adventist Church, est une organisation très puissante qui cherche à promouvoir ces régimes. Et on ne doit pas l'ignorer. Donc, ce sont eux qui font la promotion aussi de cette idée des zones bleues. Et en conclusion sur ces zones bleues, là, on a un niveau de preuve qui est vraiment tellement faible. Ce sont des études au niveau des populations, en fait. On ne fait pas de suivi sur les résultats de santé. On dit juste que mangent ces gens-là et ensuite que- quels sont leurs résultats en matière de santé. Donc en fait, ce sont des preuves extrêmement faibles et on ne doit pas les prendre au sérieux. Non, Sabine, je te repasse la parole. Oui, on dirait que ce concept des zones bleues est devenu une espèce d'église en soi. On en parle énormément dans le monde du business et on en reparlera un peu plus tard. On est un peu en retard à cause des problèmes techniques au début. Donc, je pense que tu peux continuer. On aura 10 minutes de retard. Mais peut-être que tu peux nous donner ta troisième partie sur la viande rouge. Bon, je vais vous parler très rapidement de la science qu'il y a sur la viande rouge. Pour vous montrer qu'en fait la consommation de viande rouge a baissé énormément depuis 1975. Et l'idée que la viande rouge est la cause de ces maladies que l'on voit de plus en plus, en fait c'est une idée complètement erronée. Là on voit qu'il y a de moins en moins de consommation de viande rouge. Et on voit que tandis qu'il y a cette chute de consommation, on a de plus en plus de ces maladies qui sont soi-disant causées par la viande rouge. Donc ça n'a aucun sens. Les revues les plus rigoureuses sur les effets de la consommation de viande rouge utilisent ce qu'on appelle la méthodologie GRADE. Ce sont les revues les plus exhaustives qui utilisent une méthodologie de très haut niveau. Donc voici un article qui est sorti en 2019 dans un journal très prestigieux, The Annals of Internal Medicine. Donc c'est une équipe canadienne qui a sorti cet article et ils n'ont trouvé aucun effet significatif sur la santé de la viande rouge. Donc là, on parle de mortalité
dû au cancer. Là, on a un niveau de preuve très faible. Voilà une série d'autres revues. Là, on voit les résultats en matière de maladies cardiovasculaires et de cancer. On voit qu'il y a très peu de liens entre la viande rouge et ces maladies. Et celui-ci, euh, qu'il y a très peu de liens entre la consommation de viande rouge et les mortalités de toutes causes, ainsi que les maladies cardiovasculaires. Donc voilà, je veux tout simplement vous faire comprendre que là, les revues les plus rigoureuses jamais faites sur la viande rouge nous disent cela. Donc pourquoi dire tout cela sur la viande rouge, que c'est soi-disant néfaste, alors qu'on a si peu de preuves? Et ceux qui veulent condamner la viande rouge, pourquoi les études ne sont pas sorties qui nous démontreraient cela? Mais quid du cancer? En fait, beaucoup de personnes ont cette idée-là que la viande rouge, qu'il y a un lien de causation entre la viande rouge et le cancer. Et un- quand l'OMS a dit que euh, les viandes transformées et rouges, et qu'il y a un lien causatif avec le cancer, là j'ai parlé aux gens qui faisaient partie de ce panel, je leur ai parlé, je les ai interviewés, et voici mes conclusions. Qu'ont-ils trouvé? Ils ont trouvé que manger de la viande augmente le risque de cancer colorectal de 4,5 à 4,68%. Donc en fait, le risque augmente un tout petit peu. Et un tout petit peu plus pour la viande transformée. Ensuite, je suis allé chercher euh, les publications précédentes des membres du panel. Et pour la plupart d'entre eux, ils ont essayé pendant toute leur carrière de démontrer que la viande rouge est une cause de cancer. Et en général, ils n'ont pas réussi à le faire. Mais je pense que là, il y a un biais assez clair. Et la décision de qui composait le panel a été prise en 2015. Et donc, bien sûr, on a choisi des chercheurs qui étudiaient des liens entre la viande rouge et le cancer, mais en fait, ces chercheurs cherchaient à démontrer un lien positif de causalité, et les liens positifs, on sait, quand on les démontre, qu'ils ont plus d'effets quand on réussit à sortir ces articles-là. Donc, il y a une certaine logique là-dedans. On voit qu'il y a un biais. Les preuves les plus rigoureuses qui montraient qu'il n'y a pas d'effet de causalité sur le cancer, euh, il y a quelqu'un sur le comité qui a essayé de faire sortir ces preuves-là et d'en parler, mais euh, il- cette personne a été complètement ignorée par les autres membres du jury. Donc j'aimerais vous montrer un autre article ici. On a un essai randomisé contrôlé de 4 ans sur 2000 hommes et femmes qui chacun avaient des adénomes colorectales qui pourraient devenir des cancers potentiellement. Et là, l'hypothèse était qu'en réduisant la viande et la graisse, on pourrait euh, empêcher la récurrence de ces polypes. Les résultats, ce n'était pas le cas. Malgré cet essai de grande échelle qui avait plutôt un biais envers qui voulait démontrer en fait euh, ces liens, et ils n'ont pas trouvé de résultat. Ensuite, il y a eu un énorme essai clinique, le plus grand jamais fait dans l'histoire de la nutrition, qui a duré 8 ans sur presque 49 000 femmes, en testant l'hypothèse selon laquelle les régimes faibles en graisse saturée, avec beaucoup de fruits et légumes, pourraient empêcher le cancer du sein. Et qu'ont-ils trouvé? Il n'y en a pas de réduction de risque de cancer du sein.
Et là encore, il y avait ce biais, et même avec le biais, pas de résultat positif de causation. Voici un autre article sur le cancer ovarien. Pareil, pas de résultat significatif. Donc là, on voit que ces régimes recommandés n'empêchent pas le cancer. Les preuves les plus rigoureuses nous démontrent que, ou plutôt les preuves les plus rigoureuses n'ont pas été considérées par l'OMS lorsqu'ils ont sorti leur rapport en 2015. Voici une anecdote, un, un point de données contraire. Bon, ce n'est pas une preuve de quoi que ce soit, mais on voit que les espérances de vie les plus longues sont à Hong Kong. Et en fait, à Hong Kong, ce sont les personnes qui mangent le plus de viande au monde. Bon, là, je dis pas que de manger de la viande rouge vous fera vivre plus longtemps, mais en tout cas, c'est juste pour vous montrer qu'en général, on n'entend pas parler de cela, à cause de ces biais dont je vous parle. En fait, ces essais cliniques extrêmement ambitieux, immenses, avec 80 000 personnes, avec énormément de points de données, avec les graisses, les cholestérols, aucune de ces études n'ont réussi à démontrer de lien de causalité entre ces régimes recommandés et la réduction de mortalité. Donc, ce que vous voyez dans le Heat Lancet, et c'est le cas aussi pour toutes les autres, tous les autres articles de recommandations nutritionnelles, ces articles ne prennent pas vraiment en compte les plus grands essais techniques, les plus grands essais nutritionnels jamais faits. Donc, est-il éthique en fait d'imposer ces régimes sur nos populations alors qu'on sait que cela ne mène pas forcément à la meilleure santé quand on pense que c'est mieux pour la planète? C'est la question à laquelle il faut répondre quand on considère le régime dit Lancet. Voilà, j'arrête le partage d'écran sur ces paroles. Merci Nina, c'était très clair. Tout le monde voit, je pense que vous ne cherchez pas à faire la publicité de quoi que ce soit, vous essayez juste de voir ce qui est pertinent en termes de santé humaine. Nous essayons vraiment de soutenir la ligne du moins, mais de meilleure qualité. Néanmoins, on vit dans un monde avec des contraintes, des limites, et il faut vraiment essayer de ne pas avoir de biais, même si parfois c'est inconfortable. Il faut regarder la science telle qu'elle est, les faits tels qu'ils sont. Donc merci pour cette revue très large sur ces sujets qui sont pleins de bon sens. Je vais partager une dernière slide pour terminer. Est-ce que tout le monde la voit? Je ne sais pas. Dites-moi si ça marche. Oui, ça fonctionne. Donc notre travail, expert, scientifique, citoyen, c'est que même si on n'aime pas le fait que la science peut douter, eh bien elle doit douter. En tant que scientifique, nous devons travailler, nous devons essayer de prouver que nos hypothèses sont fausses, parce que ce n'est que comme ça qu'on prouvera qu'elles sont vraiment solides. Et il y a beaucoup à faire dans le monde dans lequel on vit. Ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, on a tous ces pyramides alimentaires en tête. Elles nous viennent des États-Unis, des années 60, 70, 80, mais il est vraiment temps, je pense, d'ouvrir les yeux et de les remettre en question. En tout cas, c'était une présentation vraiment très intéressante. Merci. Alors, si vous avez des questions et qu'on n'a pas pu y répondre, s'il vous plaît, contactez-nous, on fera de notre mieux pour y répondre. Vous êtes invités à nos prochaines sessions. On en a une demain à Produrable sur les attentes des consommateurs.
Et puis une le 30 octobre avec des agriculteurs, des scientifiques, des sociologues qui travaillent sur différents sujets. Il y a aussi des associations, donc c'est vraiment plein de voix diverses. Et on va vraiment s'intéresser à tout ce qui est durabilité, écologie, shift, voilà, tout ce qu'on peut faire avec nos systèmes alimentaires sur ces sujets-là. Un grand merci Nina encore, c'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont participé à cette séance. Nous aurons le plaisir de vous retrouver bientôt. Merci.